Euh, une intelligence artificielle vient-elle vraiment de faire une découverte majeure en physique théorique? C'est la grande question du moment. Ouais, c'est ça. C'est la question qui enflamme carrément la communauté scientifique et les réseaux sociaux en ce moment. D'un côté, on a des titres super accrocheurs qui crient que notre compréhension de l'univers ne sera plus jamais la même. Et de l'autre, on a des voix beaucoup plus sceptiques. C'est clair. Des gens qui affirment qu'il s'agit au fond que d'une calculatrice un peu glorifiée qui a juste eu un coup de chance. Bon, décortiquons tout ça. Avec plaisir. Pour cette nouvelle exploration en profondeur, on s'appuie sur un article de synthèse absolument fascinant. Il a été publié sur Hugging Face par le physicien théoricien David Louapré. Un excellent vulgarisateur, d'ailleurs. Tout à fait. Et cet article analyse un récent preprint, donc une prépublication d'OpenAI. Et le titre original de ce document est, disons-le franchement, totalement obscur pour le commun des mortels. Ah oui, je confirme. Le titre c'est « Les amplitudes d'arbres de gluons à un seul signe moins sont non nulles ». Ça donne envie. N'est-ce pas? Et la véritable star de ce document, c'est leur tout dernier modèle d'intelligence artificielle, GPT-5.2 Pro. C'est vrai que c'est un titre qui fait pas immédiatement rêver, on dirait presque une blague d'initié pour physiciens très spécialisés. Exactement. Mais en fait, les implications de ces quelques mots sont absolument vertigineuses quand on prend le temps de les comprendre. Et c'est justement pour ça que notre mission aujourd'hui est d'une clarté absolue. On va dissiper l'épais brouillard technique qui entoure cette annonce. Il y en a bien besoin. Ouais, on va séparer le véritable avancement scientifique du simple battage médiatique. On va essayer de comprendre la physique vertigineuse qui se cache derrière ce jargon de gluon. Et surtout, on veut découvrir ce que cette IA a réellement accompli en collaboration avec les chercheurs humains. Et je pense que pour bien poser le cadre de notre discussion, il faut comprendre que l'enjeu ici dépasse de très loin la simple question de l'évolution des algorithmes. Ah oui, on n'est pas juste en train de parler de la dernière mise à jour de ChatGPT. Pas du tout. On touche aux lois fondamentales de notre univers, carrément. On parle de la structure intime de la matière, les forces invisibles qui maintiennent la cohésion de tout ce qui existe. Rien que ça. Voilà, comprendre ces mécanismes mathématiques, c'est littéralement essayer de lire le code source de la réalité. Et c'est une quête qui anime les esprits les plus brillants depuis des décennies. Et voir une machine apporter une pièce totalement inédite à ce puzzle, c'est un moment que l'histoire des sciences retiendra très probablement. J'en suis convaincue. Du coup, pour bien saisir l'ampleur de la chose, je pense qu'il faut d'abord planter le décor de la physique quantique. Allons-y. Sur les 4 forces fondamentales qui régissent notre univers, il y en a 3. L'électromagnétisme, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte, qui sont décrites par un cadre mathématique unique, un cadre redoutable qu'on appelle la théorie de Young-Mills. C'est le pilier central. Voilà. Comme je le disais, c'est le code source de ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules. En gros, c'est un ensemble d'équations extrêmement complexes qui permet de presque tout expliquer à l'échelle subatomique. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont ces forces se manifestent concrètement au niveau quantique. En fait, elles ne sont pas juste de simples ondes invisibles qui flottent dans l'air. Elles ont une réalité physique. Exactement. Elles sont transmises pour des particules très spécifiques que nous appelons des bosons de jauge. Des bosons de jauge, d'accord. On peut donner un exemple de la vie de tous les jours? Bien sûr. L'électromagnétisme, par exemple, est transmis par les photons. La lumière qui éclaire la pièce en ce moment même, ce sont des milliards de photons. Ok, ça c'est facile à visualiser. Mais pour la force nucléaire forte, celle qui empêche littéralement les noyaux de nos atomes de se désintégrer, ces particules médiatrices s'appellent des gluons. La fameuse colle quantique. C'est ça, d'où leur nom. Or, il y a une différence fondamentale entre un photon et un gluon. Les photons agissent un peu comme des fantômes les uns envers les autres. C'est-à-dire? Si on croise 2 faisceaux lumineux, par exemple 2 lampes torches, les photons se traversent sans aucune interaction. Ils s'ignorent. Ok. Et les gluons, eux? Les gluons, en revanche, interagissent constamment entre eux. Ce ne sont pas des fantômes du tout. Ce sont plutôt, disons, des boules de billard très collantes. Les boules de billard collantes, j'aime bien l'image. Ils se percutent, ils se divisent, ils fusionnent, ils créent d'autres gluons. C'est un chaos dynamique permanent. Et c'est justement ce chaos absolu que les physiciens essayent désespérément de mettre en équation. Et c'est pas une mince affaire. Non, c'est clair. Quand on veut comprendre comment ces gluons interagissent, on calcule ce qu'on appelle l'amplitude de diffusion. C'est le terme technique. Ouais. Pour faire simple, c'est un outil mathématique qui nous donne la probabilité qu'un certain événement se produise. Imaginons 2 particules qui se rapprochent, qui interagissent d'une manière ou d'une autre, puis qui s'éloignent. Ou bien une seule particule qui se désintègre soudainement en plusieurs autres. Voilà. Et pour calculer cette probabilité, les physiciens utilisent les célèbres diagrammes de Feynman.
Si on veut utiliser une analogie, c'est un peu comme essayer de lister toutes les histoires possibles, tous les chemins imaginables qu'une particule peut emprunter entre son point de départ et son point d'arrivée. Le problème, c'est qu'on se heurte très très vite à un mur mathématique monumental. Ah, parce qu'il y a trop de chemins. Exactement. Pour obtenir une probabilité parfaitement précise, en théorie, il faudrait additionner une infinité de ces chemins. L'approche des diagrammes de Feynman permet de simplifier un peu la tâche en classant ces scénarios par niveau de complexité. Notamment selon le nombre de boucles quantiques qu'ils contiennent, c'est ça? C'est tout à fait ça. Mais le fait marquant ici, c'est que même si on ignore totalement ces boucles complexes, c'est-à-dire si on reste au niveau le plus simple de la théorie, ce que les physiciens appellent le niveau de l'arbre ou tree level en anglais, D'où le mot arbre dans le titre obscur du papier. tu as tout compris. Eh bien, même à ce niveau basique de l'arbre, le cauchemar combinatoire reste entier. Un véritable cauchemar algébrique. L'article de Loipre souligne que le nombre de calculs augmente de façon factorielle. Et ça, c'est terrifiant pour un mathématicien. Pour ceux qui ont oublié leur cours de maths du lycée, une croissance factorielle, c'est le pire scénario possible. Ça explose de manière totalement incontrôlable. Pour donner un ordre d'idée tangible, si on prend seulement 6 gluons interagissant entre eux, il y a déjà 220 diagrammes complexes à prendre en compte. Seulement 6 gluons, 220 diagrammes. Imagine le tableau blanc d'un chercheur. Il ressemblerait au gribouillis d'un esprit dérangé, rempli de 220 dessins abstraits. Et chacun de ces dessins représente une équation ardue à résoudre et à additionner aux autres. Et ça, c'est juste pour 6. Qu'est-ce qui se passe à 7 ou 8? Dès qu'on ajoute une 7e ou une 8e particule, le calcul direct devient tout simplement impossible à réaliser à la main. Mais on a des ordinateurs pour ça, non? Même pas. Même les supercalculateurs les plus puissants de la planète s'y cassent les dents. La force brute informatique ne fonctionne tout simplement pas face à l'infini combinatoire. D'accord, donc on est bloqué. Mais heureusement pour les physiciens, parfois, l'univers cache des raccourcis élégants. Des failles dans la matrice? Ouais. Et cela nous ramène en 1986, avec une découverte historique fascinante faite par 2 chercheurs, Parquet et Taylor. Une date clé. Pour tenter de simplifier ces calculs titanesques, ils ont utilisé une propriété quantique qu'on appelle l'hélicité. Pour imager très grossièrement, disons que c'est le sens de rotation de la particule sur elle-même. Un peu comme une toupie. Exactement. Et ça peut être positif ou négatif. Et ils ont remarqué qu'en classant les particules selon cette fameuse hélicité, des règles de symétrie incroyables apparaissaient. C'était inattendu. Totalement. Par exemple, si toutes les particules ont un signe positif, la probabilité est tout simplement de 0. Rien ne se passe. C'est radical. Mais s'il y a exactement 2 particules négatives et que toutes les autres sont positives, Parquet et Taylor ont prouvé que la montagne de calculs, ces milliers de diagrammes illisibles dont tu parlais, Oui, oui. eh bien cette montagne s'effondrait miraculeusement en une seule petite fraction très élégante. Cette découverte de 1986 a été un véritable séisme dans la communauté. Elle a prouvé que notre façon laborieuse de calculer avec les diagrammes de Feynman masquait en réalité une simplicité et une géométrie beaucoup plus profonde de la nature. En fait, la complexité n'était qu'une illusion due à nos mauvais outils mathématiques. C'est exactement le cas. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que, suite à ces travaux, un consensus absolu s'est installé dans la communauté scientifique. Un dogme presque. Ouais, pendant près de 40 ans, tout le monde pensait que si la configuration comportait toutes les particules positives sauf une seule, Le fameux single minus. voilà, le single minus du titre, eh bien on pensait que le résultat de l'amplitude était un zéro absolu. C'était considéré comme un fait acquis, gravé dans le marbre des manuels de physique. Plus personne ne cherchait à le vérifier. Sauf qu'il y avait une faille, un angle mort monumental dans la démonstration mathématique de ce fameux zéro absolu. Et c'est une faille très subtile. La preuve de l'époque reposait sur une hypothèse tellement fondamentale et évidente pour un esprit humain qu'elle était devenue complètement invisible. Quelle hypothèse? L'hypothèse que nous effectuons ces calculs dans ce qu'on appelle l'espace-temps de Minkowski. C'est-à-dire l'espace-temps normal dans lequel on vit tous les jours. 3 dimensions spatiales pour bouger et une dimension temporelle qui s'écoule vers l'avant. Exactement. Mais sur le papier en physique théorique pure, rien ne nous empêche d'explorer d'autres architectures de l'univers. Les maths s'en fichent de notre réalité. Ok, je vois.
Il existe un concept mathématique parfaitement valide, élaboré il y a très longtemps d'ailleurs, appelé l'espace-temps de Kleene. C'est un univers théorique qui posséderait 2 dimensions spatiales et 2 dimensions temporelles. 2 dimensions de temps. C'est le genre de concept qui donne immédiatement une migraine, sérieusement. Comment on peut même visualiser un univers avec 2 flux temporels différents? C'est tout le génie des mathématiques, on n'a pas du tout besoin de le visualiser pour le calculer. Heureusement. L'article utilise une très belle image pour expliquer l'intérêt d'une telle manœuvre. Imagine qu'on essaie de résoudre un Rubik's Cube super complexe, mais avec une contrainte stricte. On a le droit de tourner les faces que de gauche à droite. D'accord, c'est assez limitant. C'est notre univers normal en 3D avec une seule dimension de temps. Et avec cette contrainte, l'équation devient un casse-tête insoluble. Mais que se passe-t-il si un mathématicien décide de dire « et si on s'autorisait à tourner le cube en diagonale dans une 4e dimension purement imaginaire ?» Les règles du jeu changent complètement. Soudainement, le casse-tête se résout presque tout seul. C'est exactement ce que le passage à l'espace-temps de Kleene a permis dans ce problème. En ouvrant cette porte temporelle. Oui, en offrant aux équations une dimension de temps supplémentaire, un nouveau mécanisme cinématique s'est débloqué. On appelle ça le régime demi-collinaire. Et qu'est-ce que ça fait, ce régime? Dans cet espace élargi, la vieille preuve formelle affirmant que le single minus valait 0 s'est désintégrée. Le résultat n'était tout simplement pas 0. Ce qui est encore plus fou, c'est que le légendaire physicien Edward Wheaton avait très brièvement évoqué cette idée en 2003. Oui, au détour d'un paragraphe dans une de ses publications. C'est dingue, mais l'idée était restée totalement lettre morte. Personne n'a eu le courage de creuser cette faille. Jusqu'à aujourd'hui, avec la nouvelle étude d'OpenAI. Ayant identifié cette faille théorique, l'équipe de recherche humaine a voulu savoir quelle était la véritable valeur de cette amplitude, puisqu'elle n'était pas nulle. Bah oui, c'est la suite logique. Ils ont donc repris leurs équations à la main sur leur tableau noir pour essayer de trouver le résultat dans ce fameux univers à 2 dimensions de temps. Et le récit de leur progression dans l'article est fascinant. Pour 3 particules impliquées, l'équation finale est assez simple. Elle n'a qu'un seul terme. Ça va? Pour 4 particules, on passe à 2 termes. Pour 5 particules, l'équation enflait et atteint 8 termes complexes. C'est difficile, mais ça reste gérable pour un cerveau humain très entraîné, on va dire. Et pour 6 particules, on heurte à nouveau le mur des limites cognitives humaines. L'équation finale pour 6 particules remplit à elle seule un quart de page d'une algèbre absolument terrifiante. Oh oui, une horreur. Elle contient 32 termes mathématiques extrêmement lourds, et ils sont tous interconnectés. Envisager de faire le calcul à la main pour 7 particules relevait de l'impossible. C'est précisément là que l'intelligence artificielle, le modèle GPT 5.2 Pro, fait son entrée en scène. Mais attends, laisse-moi me faire l'avocat du diable une seconde. Est-ce que les chercheurs n'ont pas simplement utilisé ce modèle IA comme une supercalculatrice ? C'est une réaction très commune. Parce que, on est d'accord, nourrir une machine avec des équations jusqu'à ce qu'elle recrache un chiffre pour 7 ou 8 particules, c'est impressionnant techniquement, mais c'est pas ce que j'appellerais de l'intelligence scientifique. C'est une excellente objection. Et c'est précisément là que l'article de David Loupatre remet les pendules à l'heure. Ah bon? Si on en croit le compte-rendu du chercheur Alex Loupsaka qui a dirigé ses travaux, l'IA n'a pas du tout été utilisée comme une bête bécane de calcul par force brute. Son implication a été beaucoup plus fine et surtout beaucoup plus créative. Créative. Dans quel sens? Tout d'abord, l'IA a aidé l'équipe à repérer une zone très spécifique dans ce fatras mathématique. Une situation particulière où une particule se désintègre en toutes les autres. On appelle ça la région R1. D'accord, une sorte de cas particulier. C'est ça. Et en se focalisant sur ce cas précis, la monstrueuse équation illisible de 32 termes dont tu parlais pour 6 particules, Oui, le quart de page. elle s'est soudainement simplifiée en une petite multiplication de seulement 4 éléments. Ah oui, le nettoyage par le vide. Mais ce n'est pas tout. À partir de ces petits échantillons simplifiés pour 3, 4, 5 et 6 particules, l'IA a fait un véritable saut conceptuel. Elle a formulé une conjecture générale. Une conjecture, c'est-à-dire une hypothèse mathématique qui s'appliquerait à n'importe quel nombre de particules, même 100 ou 1 million. Exactement. Le modèle a suggéré que, pour un nombre n de particules, le résultat serait toujours une simple multiplication de n-2 éléments. C'est hyper élégant. Mais est-ce que c'est juste de la reconnaissance de motifs glorifiés ou de la véritable intuition IA? C'est le cœur du débat. Mais il faut comprendre que formuler une conjecture élégante demande de voir une symétrie cachée.
Une architecture invisible sous un tas de données brutes. Ce que l'humain n'arrivait plus à voir à cause du volume d'informations. Beaucoup de mathématiciens estiment que la véritable intelligence artificielle émergera le jour où une machine saura proposer des hypothèses élégantes auxquelles l'esprit humain n'aurait jamais pensé, tellement il est noyé sous la complexité algébrique. L'IA a décelé une structure pure là où les humains ne voyaient qu'un mur de symboles. Bien sûr, l'équipe humaine n'a pas pris la parole de l'IA pour argent comptant. Avant de sabler le champagne, ils ont soumis cette nouvelle formule mathématique à une batterie de tests de résistance. C'est la démarche scientifique de base. En gros, ils ont vérifié que l'équation respectait bien toutes les règles connues de la physique quantique. Ils se sont assurés que les mathématiques de l'IA ne brisaient pas les lois fondamentales de la réalité. Et la formule a passé tous ces tests avec succès. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et c'est peut-être la partie la plus vertigineuse de tout ce processus. Formuler une hypothèse qui a l'air juste, c'est super. Prouver formellement et mathématiquement qu'elle est vraie dans absolument tous les cas de figure, Le M-particule. c'est le Graal absolu en mathématiques. Et pour ce faire, les chercheurs ont utilisé ce qu'on appelle un scaffolding, ou un échafaudage en français, autour du modèle GPT 5.2. Un échafaudage. Comment on doit visualiser ça? C'est une sorte de programme de surveillance de l'IA? Pas vraiment. On peut plutôt voir ça comme un carnet de brouillon interne très sophistiqué. Ok. Au lieu de demander à l'IA de donner la réponse finale d'un seul coup, ce qui échoue souvent sur des problèmes complexes, cet environnement technique lui permet de décomposer son raisonnement, Étape par étape. oui, de tester une étape mathématique, de vérifier elle-même si cette étape est logique, de se rendre compte de ses erreurs éventuelles, de faire marche arrière et de corriger le tir de manière complètement autonome. C'est bluffant. Une boucle d'itération continue, en fait. Exactement. Et dotée de cet outil, l'IA a travaillé toute seule, sans aucune intervention humaine, pendant 12 heures d'affilée. 12 heures de calcul pur. À l'issue de cette demi-journée de réflexion algorithmique, elle a recraché une démonstration mathématique parfaite de son hypothèse. Et devine quoi, la preuve tenait sur à peine une seule page de la publication finale. C'est incroyable. Une preuve d'une seule page pour résoudre un problème qui bloquait les humains depuis 40 ans. Et l'article de David Louapre précise que la toute première étape de cette démonstration était particulièrement créative d'ailleurs. Absolument. La structure de cette preuve s'articule en 3 temps. Si les 2 dernières étapes sont des manipulations d'équations assez classiques pour une machine, la toute première étape relevait vraiment du coup de génie. L'IA a utilisé un concept qui ressemble au principe des tiroirs. Le principe des tiroirs. Essayons d'expliquer ça simplement pour que tout le monde suive, parce que ça a l'air abstrait. C'est un concept mathématique d'une simplicité enfantine, tu vas voir. Il stipule que si l'on possède 5 objets différents, mais seulement 4 tiroirs pour les ranger, Oui, il va y avoir un problème de place. il y aura obligatoirement au moins un tiroir qui contiendra 2 objets. Ah oui, c'est mathématique, c'est obligé. C'est une certitude logique incontestable. L'IA a pris cette petite règle de bon sens et l'a appliquée d'une manière incroyablement abstraite à des moyennes de position de particules quantiques. Quel était le but? Son but, c'était de forcer artificiellement une énorme partie de l'équation à devenir égale à 0. En créant ce zéro stratégique, elle a totalement débloqué le reste de la démonstration mathématique. Utiliser une règle aussi simple de façon aussi inattendue, ça dénote une véritable virtuosité algébrique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pourquoi quiconque écoute cette exploration devrait-il se soucier ne serait-ce qu'une seconde du fait que des gluons imaginaires, évoluant dans un univers théorique avec 2 dimensions de temps, possèdent un résultat mathématique différent de 0? C'est la question légitime que beaucoup doivent se poser en ce moment. On pourrait très facilement lever les yeux au ciel et dire que c'est de la pure masturbation intellectuelle pour mathématiciens, sans aucune utilité dans notre monde réel. Si l'on relie cela à la vision globale de la science moderne, l'utilité devient limpide. Toute l'histoire de la physique montre que les chercheurs explorent très souvent des cadres mathématiques qui ne correspondent pas à notre réalité physique, précisément pour mieux comprendre notre monde. C'est paradoxal, mais ça marche. L'article le rappelle très bien. Les mathématiques se moquent éperdument de savoir si les humains vivent dans un univers à 1 ou 2 dimensions temporelles. Les équations ne sont que des outils géométriques. Explorer un univers avec 2 dimensions de temps, c'est pas faire de la science-fiction. C'est quoi alors? C'est prendre de la hauteur pour observer la géométrie d'une théorie sous un angle radicalement nouveau. C'est un peu comme s'éloigner d'une peinture impressionniste pour enfin comprendre ce qu'elle représente, au lieu de fixer les coups de pinceau le nez collé à la toile. C'est une très bonne métaphore.
Et l'article mentionne une application concrète de ces découvertes bizarres qui donne vraiment des frissons. Et ça concerne la gravité. Oui, et c'est une connexion fascinante. Il existe un concept théorique en physique appelé la double copie. La double copie. Pour résumer, sans se perdre dans les détails techniques, des chercheurs ont découvert que la théorie de la relativité générale d'Einstein, celle qui explique la gravité, les trous noirs et la courbure de l'espace, Notre réalité macroscopique, en gros. oui, eh bien, elle peut en réalité s'écrire mathématiquement comme si l'on prenait la théorie de Young-Mills, celle des gluons. Au niveau microscopique quantique. Exactement. On la prend et on la multiplie par elle-même. La gravité, c'est la force nucléaire forte au carré, d'une certaine manière. Waouh! Ce qui veut dire que toute avancée sur les gluons, même dans un univers alternatif absurde en 2,2, nous donne des outils mathématiques pour mieux calculer la gravité dans notre univers réel 1. Exactement. Aujourd'hui, ce lien mathématique n'est plus une simple curiosité de laboratoire. Il est utilisé très activement par les astronomes. Pour faire quoi? Pour calculer les ondes gravitationnelles titaniques qui sont générées par la fusion de deux trous noirs à l'autre bout de l'univers, ces ondes qui font littéralement vibrer l'espace et le temps sont détectées ici sur Terre par de gigantesques installations comme LIGO aux États-Unis et Virgo en Europe. C'est fascinant de se dire que la physique de l'infiniment petit aide à observer l'infiniment grand. Donc, en comprenant mieux comment interagissent ces particules fantômes dans des dimensions imaginaires, l'IA et les chercheurs humains permettent directement d'affiner notre cartographie des cataclysmes les plus violents et bien réels de notre cosmos. Si on prend un peu de recul pour résumer l'essence de cette percée technologique et scientifique, on ne peut que constater une véritable symbiose. Ce n'est ni le triomphe de la machine seule, ni celui de l'humain seul. Non, c'est un travail d'équipe. D'un côté, on a l'expertise humaine, accumulée patiemment sur des décennies de recherche. Le choix audacieux d'aller chercher la faille dans un espace-temps de Klein. Le fait d'imposer un régime spécifique pour simplifier les choses, de douter d'une preuve vieille de 40 ans. Les humains ont donné la direction. Tout ça vient de l'intuition et de la persévérance des cerveaux humains. Les physiciens ont méticuleusement préparé le terrain. Ils ont construit de labyrinthes. Et de l'autre côté, la reconnaissance des motifs profonds, la formulation de l'hypothèse élégante et la créativité incroyable pour en tisser la preuve formelle avec la méthode des tiroirs. C'est l'apport incontestable de l'intelligence artificielle. C'est un partenariat fascinant où l'IA devient une extension du raisonnement humain pour contourner la barrière de l'explosion combinatoire. Cela soulève d'ailleurs une question importante pour l'avenir. Et je repense à un commentaire très pertinent laissé par un utilisateur nommé DPS6606 sous l'article de recherche original. Qu'est-ce qu'il disait, ce commentaire? Ce que nous venons de décortiquer prouve qu'un modèle d'IA de dernière génération est capable d'identifier des symétries mathématiques si profondément enfouies qu'elles étaient devenues invisibles pour les humains. Oui, Elle a réussi à contourner une complexité qui bloquait notre espèce. Si cette intuition mathématique artificielle fait des merveilles dans le domaine si abstrait de la physique quantique, que se passera-t-il le jour où de tels algorithmes s'attaqueront aux problèmes réputés impossibles de l'informatique théorique pure? oh, je vois où tu veux en venir. Serait-il possible d'utiliser cette même méthodologie pour résoudre un jour le célèbre problème P égale NP? La question à $1 million. Littéralement. Car si une intelligence artificielle parvenait à percer ce secret spécifique de l'informatique, c'est l'intégralité de la cryptographie mondiale, de nos communications bancaires à nos secrets d'État, qui s'effondrerait du jour au lendemain. Une pensée qui donne véritablement le vertige et qui illustre très bien l'épée à double tranchant qu'est la recherche fondamentale. La machine qui cartographie les trous noirs aujourd'hui pourrait très bien, demain, être celle qui brise les serrures numériques de notre civilisation. Nous laisserons cette réflexion flotter dans l'air. Que les esprits curieux continuent d'explorer ces concepts vertigineux, de lire, de douter et de se questionner sur les fondements de notre réalité. Le brouillard technique s'est un peu dissipé aujourd'hui, mais l'univers a encore d'innombrables secrets à nous livrer et l'intelligence artificielle sera de la partie pour nous aider à les déchiffrer. À très vite pour une nouvelle exploration en profondeur.